Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, j'espère que vous avez du son. Je vais commencer le troisième flux vidéo pour les premiers STMG. Bonjour, je pense que quelques-uns vont se connecter et sinon, bonjour Nathan, vous verrez ce film comme les précédents, hein, encapsulé dans le cahier de texte numérique. Alors aujourd'hui, on doit passer à quelque chose de différent puisque normalement, on va considérer que nous avons terminé le chapitre de géographie sur la périurbanisation notamment. Je vous rappelle que vous aviez un formulaire en ligne à remplir cette semaine. Je crois que je l'ai prolongé jusqu'à demain soir ou jeudi midi, je ne sais plus, parce que le taux de retour était plutôt mauvais. Alors ne vous laissez pas abuser par le discours ministériel. D'abord, il n'y a pas beaucoup de preuves que nous puissions vraiment rentrer en cours début mai. Ce serait souhaitable, mais ce n'est pas du tout possible. Enfin, pas du tout certain, je veux dire, pas garanti. Donc, si vous devez rentrer en juin pour être évalué en juin de façon à ce que le contrôle continu supplée les épreuves que vous n'avez pas faites, vous voyez que là, vous risquez d'être pris à la gorge. Donc, si j'étais vous, j'essaierais quand même de participer au téléenseignement. Alors, on met des notes pour que vous soyez un peu récompensé de votre travail, mais aussi, je ne vois pas ce qui m'empêcherait au troisième trimestre de vous ajouter une note de participation fondée sur ces travaux, si elle est positive et qu'elle améliore la moyenne. Bon, et ceux qui n'ont pas pu participer ne seront pas lésés puisque ça ne leur enlèvera pas de points. Mais par contre, ceux qui ont eu la chance de faire quelque chose et quelque chose de valable pour être récompensés. Alors voilà, je passe aujourd'hui donc à autre chose, un chapitre en histoire. C'est notre troisième thème, la Troisième République. Alors je voudrais vous donner quelques généralités pour introduire le cours que je vais mettre en ligne sans doute aujourd'hui ou demain. Vous aurez donc une trace écrite des choses importantes sur la Troisième République. Et puis la semaine prochaine, je vous proposerai, si on y arrive d'un point de vue technique, une visioconférence. Donc au lieu de faire une petite vidéo où c'est moi qui parle, et éventuellement vous pouvez m'envoyer des messages. Mais vous voyez, c'est un peu perturbant parce que là, il y a Peyo qui me parle de ses difficultés à se connecter sur le cahier de texte pendant que je suis en train de faire la vidéo, donc c'est un petit peu perturbant. Vous pouvez toujours m'envoyer des petits commentaires quand même écrits si vous avez des questions. Alors, voilà, la semaine prochaine, j'aimerais qu'on fasse une visioconférence. Alors, je voulais utiliser Zoom parce que c'est facile, mais il semblerait qu'il y ait des problèmes de sécurité. L'environnement numérique du lycée, a priori, il n'y a pas vraiment d'application. Donc, il y a des conférences avec le CNED. Certains élèves me disent que ça marche, d'autres ne sont pas enthousiastes. Alors peut-être qu'on le fera avec Webex. Donc vous regarderez la semaine prochaine, au lieu de vous proposer un flux en direct, on fera sans doute une conférence à 14 h le mardi, donc à la même heure que d'habitude, mais cette fois-ci vous pourrez parler. Et je pense qu'on fera cette conférence sur un document que je vous donnerai à travailler, mais sur plusieurs semaines. Vous aurez le temps de faire ça quand on rentrera sans doute. Un document donc à travailler sur l'école gratuite, laïque, obligatoire et l'instruction des filles. Ce qui est intéressant dans le programme de la Troisième République, c'est que, vous voyez, on veut introduire la question des rapports hommes-femmes et de la liberté et de l'émancipation des femmes dans vos programmes d'histoire. Et pour la Troisième République, ça permet de voir, d'une manière plus générale, l'effort d'instruction qui a été fait envers toute la population. Bien sûr, pour ce qui est des filles, on notera quelque chose qui est choquant hein, de notre point de vue, c'est que, évidemment, on ne songeait pas au XIXe siècle à donner aux femmes une éducation similaire à celle qu'on donnait aux hommes. On pensait que les filles ne devaient pas aller aussi loin, ne devaient pas étudier autant de choses, et pourtant, vous verrez, il y a un document qui le montre, y compris dans votre livre, on savait bien qu'elles en étaient capables, c'était pas la question, mais les filles avaient un rôle social qui était quelque peu inférieur à celui des hommes. C'était acté, et même dans une république relativement démocratique comme la Troisième République, bon, personne ne souhaitait que les femmes soient les égales des hommes. Alors vous voyez, c'est peut-être ça qui choque l'esprit du XXIe siècle, mais l'intérêt d'en parler en histoire, c'est de vous montrer qu'à l'époque, la plupart des femmes trouvaient ça assez normal. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'idée que la nature imposait un rôle à chacun des deux genres,
masculin et féminin. Aujourd'hui, on est un peu dans une posture inverse où quelquefois on oublie même qu'il y a des différences biologiques, tellement on est attaché à une égalité au moins formelle, une égalité des droits. Alors, je dis bonjour à tout le monde. J'essaie de répondre à chaque fois que quelqu'un se connecte. Si je vous oublie, je vous ferai signe après le cours. Alors donc, sur la Troisième République, le chapitre, je l'ai intitulé La Troisième République de 1870 à 1914, parce que votre programme s'arrête avec la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que la Troisième République, c'est le régime le plus stable et le plus durable en France, puisqu'il s'installe vers 1870 et il se termine en 1940 avec la défaite face à l'armée allemande. La signature non pas d'une capitulation mais d'un armistice par le régime de Vichy. Donc ça s'est mal terminé, mais c'est un régime qui a été très très long pour la France, puisque la France change de constitution assez souvent. Bon, jusqu'à la Ve République, la République actuelle, c'était de tous les régimes démocratiques et libéraux contemporains le plus durable. Alors nous, on va s'arrêter en 1914 parce que c'est imposé par le programme. Alors de quoi s'agit-il? La Troisième République entre 1870 et 1914, c'est l'époque donc de la fondation du régime. Alors une fondation un peu délicate, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, souvent dans la classe vous réussissez mieux la géographie, bien qu'on jargonne beaucoup, que l'histoire, vu qu'il vous manque peut-être des repères chronologiques qui normalement devraient être évidents. 1870, c'est la défaite contre l'Allemagne. Napoléon III a fait la guerre contre la Prusse. En échange, tous les États allemands lui ont fait la guerre. Il l'a perdu. Il a fini capturé à Sedan. Évidemment, le régime impérial, du coup, s'est effondré, même si cette défaite militaire, elle n'est pas déshonorante comme la défaite de 1940, parce que les soldats ont fait preuve de courage, même s'ils étaient mal commandés, et que la population française a fait preuve de beaucoup de patriotisme. Mais l'incurie des dirigeants militaires, leurs calculs, parce que par exemple un chef d'armée comme Bazaine pense plutôt à prendre le pouvoir qu'à défendre la patrie, bon, ça a provoqué une défaite militaire et la fin donc de l'aventure. Donc en 1960 du Second Empire, on ne passe pas directement à la République en réalité. Donc la fondation de la République va être délicate. Les Français ne souhaitent pas une République en 1870 et ils aspirent à des choses un peu contradictoires. Les gens du peuple à une revanche, ils ne veulent pas admettre la défaite. Les bourgeois et les propriétaires à un retour le plus rapide possible à la paix, parce que c'est un gage de prospérité économique. Et puis, on est dans un climat où la France va être occupée. Il y aura un début de guerre civile et finalement ce sont les royalistes qui tiennent le haut du pavé. Donc l'installation de la République se fera dans un contexte délicat, un contexte difficile, un contexte où la République est considérée comme une prostituée. C'est la gueuse qui sent le patchouli, hein, pour reprendre une expression de la droite royaliste à l'époque. Alors, ce n'est pas cette république-ci qu'on va étudier dans un instant, qui est la république de la propagande républicaine, et qui, vous voyez, n'est pas du tout une gueuse qui sort le patchouli, mais un personnage que souvent vous appelez la Marianne. Alors, il faut mieux dire Marianne sans mettre la devant, parce que c'est péjoratif de dire la Marie, la Laïcée, la Tiffany, j'en passe et des meilleurs. Non, quand on parle d'un personnage, on ne dit pas le ou la, on l'appelle par son prénom. Alors si Marianne est appelée la Marianne, c'est parce que c'est par les royalistes. Et si la République s'est décidée à prendre le nom de Marianne, c'est pour tourner en dérision une insulte en fait que faisaient les bourgeois et les royalistes envers la République, en disant que c'était une fille du peuple. Et la plupart des paysannes s'appelaient soit Marie, soit Anne, bien Gachoucha au Pays Basque, donc c'était vraiment pas aristocratique et pas stylé, hein, comme vous diriez aujourd'hui, de s'appeler Marianne. Ça voulait dire qu'on était une fille du peuple. Et là, les républicains ont dit, ben, c'est vrai, nous sommes le peuple. Donc ils ont repris à leur compte quelque chose qui était au départ, il ne faut pas l'oublier quand même, très insultant. Donc la République va être fondée entre 1970 et 1914 dans la difficulté, hein, malgré une opposition très forte de certains milieux. Elle va réussir à stabiliser la France. Ce n'était pas gagné du tout. Mais en une quarantaine d'années, la République va s'imposer et faire que la France est assez stable, assez solide, assez cohérente, eh bien, pour entrer en guerre en 1914. Et comme vous le savez, pour gagner cette guerre. Ce qui n'était pas non plus évident. C'est même pas rationnel d'entrer en guerre contre l'Allemagne en 1914. La France est évidemment plus faible que l'Allemagne. Donc c'est curieux de déclarer la guerre à un pays qui est plus fort que soi. Alors, a priori, c'est pas un gage de réussite. Donc la guerre 14-18 sera gagnée, vous savez à quel prix.
Et à quel point d'ailleurs c'est une victoire mutilée, une victoire incomplète qui va malheureusement se solder par un deuxième conflit très très dur en 39-45. Mais enfin, la République a tenu le choc, elle a supporté, y compris la guerre 14-18, et donc elle a imposé en France un modèle politique très, très particulier. Elle s'est identifiée à la France, et justement la guerre 14-18, qui n'est donc pas dans ce thème, mais dans le thème d'après, a encore affirmé la légitimité de la République, puisqu'il y a des monuments aux morts partout en France, et donc même au Pays Basque, vous allez voir celui du Rhône. Alors il est écrit en basque que c'est un monument aux enfants du pays, morts pour le pays, mais il y a une ambiguïté, hein. Le pays, même en basque, c'est pas forcément le village, c'est aussi la nation. Et vous voyez que, bon, partout, vous allez du fin fond de la Corse jusque dans le Pas-de-Calais, toutes les villes, vous avez un monument aux morts qui rappelle l'unité des Français contre l'adversaire étranger et qui montre que la République s'est identifiée à la nation. C'était pas du tout gagné en 1870, ça s'est fait vraiment en quelques décennies, entre 1970 et 1914. Donc j'ai mis comme titre Fondation, stabilisation et expansion, parce que c'est aussi une période de grande prospérité économique, de modernisation. Donc on va avoir des écoles partout, des chemins de fer qui vont être prolongés par rapport au Second Empire, des usines qui vont être créées, et puis aussi des monuments emblématiques comme la Tour Eiffel qui vont être construits. Donc fondation, stabilisation et expansion d'un régime libéral et démocratique, c'est-à-dire ce que la France, c'est la liberté, avec des lois qui sont encore en vigueur aujourd'hui et qui sont souvent des lois un peu d'avant-garde. La France a été précurseur dans le domaine des libertés publiques. Vous avez le droit de vous associer, de vous rassembler, de discuter, d'exprimer votre point de vue d'une manière publique. C'est vrai en France en 1900, c'est pas vrai chez beaucoup de nos voisins. Et en tout cas, la France a fait ses réformes avant la plupart des pays du monde. Donc, fondation, stabilisation et expansion d'un régime libéral, démocratique, car il est fondé sur le suffrage universel. Et donc, les personnes qui veulent participer à la vie publique le peuvent par leur suffrage. C'est le début d'ailleurs de l'organisation des partis politiques. Alors aujourd'hui, ils sont en crise. Au XIXe siècle, ce sont des embryons de partis politiques, mais l'histoire a montré que la démocratie libérale du XXe siècle, en tout cas, avait besoin de partis politiques pour structurer l'opinion. Alors, en France, on aura notamment un grand parti républicain qui va gouverner et qui existe encore aujourd'hui sous le nom de parti radical. Alors, vous avez donc une fondation, une stabilisation, une expansion d'un régime libéral et démocratique, puisque non seulement c'est un régime de liberté, mais c'est un régime d'égalité, avec le droit de suffrage pour tous les hommes, pas pour les femmes. Mais donc, j'ai corrigé en vous disant fondation, stabilisation et expansion d'un régime libéral et démocratique, mais expansionniste. Alors, dans votre programme, on s'intéresse à la condition féminine et aussi au rapport au reste du monde et à la colonisation. Alors, la Troisième République, c'est un régime qui a beaucoup colonisé au nom de grands principes démocratiques. Il s'agissait d'apporter la civilisation au reste du monde. Il s'agissait de participer à l'éducation des peuples défavorisés. Et donc, ça n'est pas du tout au nom de l'accaparement des richesses, par exemple de l'Afrique, qu'on a conquis l'Afrique, mais au nom d'un discours qui est un discours de gauche à l'époque, un discours républicain, sous-entendant que la France a un devoir moral d'éduquer le reste du monde, qu'elle a une mission civilisatrice, alors qui n'est pas, comme en Angleterre par exemple, fondée sur l'évangélisation, la christianisation, mais plutôt sur l'idée de droits de l'homme qu'il faudrait étendre au reste du monde. Donc, dans notre programme, vous pouvez vous en rendre compte qu'après la leçon avec la chronologie de la Troisième République, normalement, on doit choisir un thème, soit vivre à Alger, pour montrer un petit peu comment fonctionne le système colonial français. Je n'ai pas choisi ce biais, même s'il est intéressant, parce qu'il pose un problème de fond. L'Algérie n'est pas une colonie. Alors ça peut paraître bizarre, mais ce que je veux dire par là, c'est que le statut
du territoire algérien est un statut un peu monstrueux, c'est pas un statut de colonie. Donc, c'est pas un statut de colonie, l'Algérie est un territoire français, mais un territoire français évidemment occupé par des habitants qui ont des statuts différents. Il y a des Français qui sont citoyens français, d'autres qui sont simplement sujets, et c'est une société assez cosmopolite, pardon, mais hétérogène, puisque les gens se mélangent pas. Et c'est pas un très bon exemple, l'Algérie, de colonie française. C'est vraiment un territoire dont l'histoire est unique et très particulière, puisque c'est aussi la seule colonie de peuplement. Donc c'est pas une colonie politique. L'Algérie n'a jamais dépendu du ministère des colonies. C'est considéré comme un bout de France, avec une population particulière. Mais par contre, hein, vous voyez que nous avons en Algérie une situation un peu particulière dans toute l'histoire de la colonisation française, parce qu'il y a beaucoup de Français de France qui s'y sont installés, et beaucoup d'Algériens qui ont obtenu la nationalité française aussi, alors que les colonies françaises, généralement, ne sont pas des colonies de peuplement, elles sont administrées par l'armée et l'État, mais il n'y a pas beaucoup de Français sur place. Ce qui est assez logique, puisque la colonisation en France n'est pas motivée avant tout par des raisons économiques, même si évidemment il y a des milieux d'affaires qui s'y intéressent beaucoup, hein, qui veulent sa promotion. Mais non, cette œuvre coloniale, elle est surtout défendue par des gouvernements qui veulent redorer le prestige national, occuper l'armée, lui donner une mission, faire rayonner la France, hein, montrer son drapeau tricolore aux quatre coins du monde, rassurer un peu l'opinion après des défaites hein, face notamment à l'Allemagne. Donc, pour occuper l'armée, pour la distraire, pour ne pas être obligé non plus peut-être de faire la guerre à l'Allemagne et récupérer l'Alsace-Lorraine, on s'est tourné vers la colonisation. La principale colonie française en superficie, c'est d'ailleurs le Sahara. L'économique du Sahara, à l'époque, il est à peu près nul. Hein. On n'a pas encore les possibilités d'exploiter les hydrocarbures. D'ailleurs, on ne les a pas identifiés, on ne sait pas qu'il y en a. Et donc, cette colonisation qui consiste à colorier en rose, puisque c'est la couleur qu'on utilise à l'époque, la moitié du monde pour se l'approprier et diffuser les idées de la République, c'est vraiment quelque chose que la Troisième République fait pour séduire l'opinion publique, pour montrer qu'il y a une continuité entre la France de l'Ancien Régime et la France nouvelle. Alors, on va regarder ensemble, si vous voulez bien, le manuel et l'image qui est page 83, qui est la couverture d'un livre scolaire. Ça nous permettra de traiter un petit peu en même temps la question de l'instruction. Alors, au XIXe siècle, en France comme ailleurs, même dans les pays qui n'ont pas de république, hein, l'effort des gouvernements en matière d'éducation va permettre d'unifier la population en lui faisant apprendre, connaître et manier la langue nationale. Et l'idée que les Français doivent maîtriser tous bien la langue française est une idée assez récente. Vous savez qu'autrefois, la langue d'usage de la plupart des Français, c'était une langue locale qui pouvait être un français du Nord ou un français du Sud, plus ou moins dialectal, mais qui pouvait aussi être une langue sans rapport. Les Alsaciens parlaient beaucoup à la maison l'alsacien, par exemple. Alors, ils ne sont plus en France entre 1870 et 1918, puisqu'ils ont été annexés. Mais les Corses parlent les Corses, les Basques parlent les Basques, et beaucoup de Bretons parlent les Bretons. L'idée qu'il faut unifier la nation, que c'est nécessaire, c'est une idée que la République va imposer dans ces 40 années qui sont dans notre programme, presque 50 ans, sans que ce soit une caractéristique propre à la République française, parce que le même effort est entrepris un peu partout en Europe. C'est une question de modernisation, de modernité. Il faut les moyens à la population d'accéder à l'enseignement, donc grâce à une langue de culture. Et puis c'est aussi parce que triomphe l'idée nationale un peu partout, et que donc la maîtrise d'une langue identique, homogène, est vue par les États comme un moyen de légitimation. Alors c'est surtout vrai d'ailleurs en Europe occidentale, parce qu'en Europe centrale et orientale, certes, les États ambitionnent hein, une unification culturelle de leur population, mais les résistances sont trop fortes et c'est une des raisons de l'éclatement de certains empires
avec la guerre 14-18 et des difficultés qu'on a eues après à bâtir des États dans cette région du monde. Donc avant de regarder cette affiche, enfin cette couverture de livre scolaire, je vous donne quelques indications donc, sur les deux premiers points qui seront sous forme de traces écrites dans votre cahier de texte sans doute dans la journée. Alors, premier point, la République est née par défaut et c'est le fruit d'une défaite militaire cuisante. Elle se réclame des valeurs de 1789, elle obtient le ralliement de l'opinion française en garantissant l'égalité des droits. Donc si on reprend ces affirmations l'une après l'autre, une république naît par défaut, parce que après la fin du Second Empire, les Français sont plutôt royalistes, et si la monarchie n'est pas rétablie en France, c'est que vous avez deux branches de la famille royale qui se disputent le trône, les descendants directs de Louis XVI et ses frères, d'une part, et les descendants de Louis-Philippe, la famille d'Orléans, les cousins, qui ont régné entre 1830 et 1848, d'autre part. Alors, comme les royalistes ne se mettent pas d'accord entre eux sur un candidat, ils décident de différer à plus tard la restauration, le retour sur le trône des Bourbons. Et du coup, on va organiser à titre provisoire une sorte de république, mais qui ne dit pas son nom d'emblée d'ailleurs, le régime français officiellement n'a pas de nom entre 1870 et 1875, assez curieusement. En tout cas entre 1871 et 1875, puisque 1870 c'est encore le Second Empire. Donc voilà, c'est pas du tout un désir de mettre en place une république, c'est parce que la majorité royaliste n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui pourrait occuper le trône. Donc république par défaut, c'est ce que ça signifie. C'est le fruit d'une défaite militaire cuisante, et oui, puisque le Second Empire a mal fini. La France est envahie et occupée par les armées allemandes. Seuls le Nord et le Pas-de-Calais échappent à l'occupation, parce que le général Faidherbe a monté une armée dans la région et parvient donc à la préserver. Le sud de la Loire est lui aussi à l'abri, parce que le général Chanzy et le général Bourbaki, installés sur la Loire, bataillent contre les Prussiens, et les Prussiens préfèrent ne pas s'aventurer vers le sud. Paris est encerclé et assiégé, donc c'est assez humiliant comme défaite. Quand même, l'armée française était la meilleure armée du monde. Napoléon III se prenait un peu pour son oncle Napoléon Ier. Et là, l'armée française a été écrasée par l'armée allemande, plus rapide, mieux armée et surtout beaucoup mieux commandée. Donc c'est une défaite, et un régime qui naît dans la défaite, ça n'est jamais extraordinaire. C'est aussi l'humiliation des patriotes français. Les Parisiens ne veulent pas se rendre aux Allemands. Ils sont assiégés, mais ils refusent l'idée de la défaite. C'est une des raisons de leur insurrection contre le gouvernement et de cet épisode qu'on appelle la Commune de Paris, qui est un épisode de guerre civile entre le peuple et les élites bourgeoises, parce que les ouvriers et les pauvres assiégés dans Paris refusent toute tractation avec les Allemands et souhaitent aussi établir un régime socialiste, un régime, disons, un peu utopique, dans lequel chaque commune s'administrerait par elle-même. Et vous savez que, évidemment, cette hypothèse fait très peur aux campagnes, aux bourgeois, aux autorités, et que la Commune de Paris finira noyée dans le sang, c'est-à-dire qu'une armée française recrutée en province va être autorisée par les Allemands, qui font le siège de Paris, à pénétrer dans Paris pour massacrer l'insurrection des communards. Donc c'est peut-être un des rares épisodes de guerre civile vraiment ouverte dans l'histoire de France. Donc si vous récapitulez, cette république dont nous parlons va s'installer après une défaite militaire contre les Prussiens et les Allemands, ensuite après une révolution à Paris, puis une guerre civile. C'est des conditions quand même extrêmement délicates pour installer un régime et le rendre populaire. C'est un régime provisoire parce que les royalistes ont la majorité et c'est le chef des monarchistes, Adolphe Thiers, qui est le chef du gouvernement de l'État, le gouvernement provisoire, on peut dire. Ce régime provisoire, il est d'une redoutable efficacité, puisqu'assez vite, après avoir liquidé les communards, il obtient, grâce à la confiance qu'il inspire aux bourgeois, des Français, donc beaucoup d'argent, et qu'avec cet argent, il rembourse les dettes de guerre imposées par l'Empire allemand. Ce qui incite les Allemands à évacuer le territoire français, à ne pas l'occuper indéfiniment,
quoique le gouvernement allemand le regrette beaucoup et que Bismarck aurait aimé faire traîner les choses. Bon, finalement, le gouvernement de Thiers est tellement efficace et Thiers lui-même, à la tête de ce gouvernement si plaisant beaucoup, il finit par se dire qu'une république, ce serait plutôt mieux qu'une monarchie. Ça sert à rien de remettre quelqu'un sur le trône, de toute façon, il n'y a pas de candidat sérieux. Alors, les monarchistes ne l'entendent pas de cette oreille. Thiers, il est chassé de pouvoir en 1873 et la République n'est fondée vraiment qu'avec des pincettes ou en se bouchant le nez. La majorité monarchiste accepte en 1875 qu'une loi mentionne le mot République, parce que le président de l'État français prend le nom de président de la République. C'est ce qu'on appelle l'amendement Wallon, du nom du député qui avait proposé ce texte. Et c'est depuis 1875 seulement que le régime né de la défaite de 1870 est officiellement une république. Mais une république gouvernée avec une majorité de députés royalistes. Donc une république par défaut, une république dont le premier président, M. MacMahon, est un monarchiste. Il est élu président parce qu'on sait qu'il démissionnera sans problème pour laisser la place à un roi si le candidat des monarchistes est enfin choisi. Et donc les monarchistes ont fait un accord, ils attendent que les derniers descendants directs des frères de Louis XVI soient décédés pour que la couronne échoue finalement à la famille d'Orléans. C'est ça le deal, on dirait aujourd'hui. C'est ça l'accord qui existe entre les deux tendances royalistes, légitimistes et orléanistes. Alors pour la petite histoire et pour votre culture, évidemment que la vraie raison de toute cette dispute entre les deux courants monarchistes n'est pas que dans l'identité de l'héritier, de celui qui montera sur le trône. C'est que les légitimistes, ceux qui sont pour la branche aînée, c'est-à-dire pour les descendants directs de Louis XIV, en gros, sont assez convaincus de la nécessité de revenir à l'ancien régime. Donc, par exemple, réticents à adopter le drapeau tricolore, qui est le drapeau de la Révolution, réticents à donner beaucoup de prérogatives au Parlement, qui est vu comme un organe bourgeois, alors que, évidemment, les orléanistes sont plutôt des défenseurs de la bourgeoisie modérée française et souhaitent une monarchie à l'anglaise. C'est donc pour ça que les monarchistes sont en position de domination, mais en fait scindés en deux courants qui s'entendent peu ou mal. C'est ce qui explique le succès en fait de la Troisième République. Alors, la Troisième République va s'imposer très vite en faisant deux choses essentiellement. Premièrement, elle va se réclamer de la révolution de 1789. Alors, la révolution de 1789 n'est pas une révolution républicaine, mais la Troisième République va faire comme si c'était le cas. Et donc, vous voyez la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, et la devise des francs-maçons, la devise chère à des gens comme le marquis de Lafayette, qui sont des révolutionnaires, mais pas des républicains. Donc c'est un programme finalement assez consensuel. Et assez rapidement, le régime républicain va convaincre les Français que la République est le meilleur moyen d'obtenir la liberté, l'égalité, la fraternité entre les Français. Donc c'est un succès de propagande qui, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, fonctionne, puisque ce drapeau de la Troisième République, avec le blanc du roi quand même au milieu, ce qui est paradoxal, est bien perçu jusqu'à nos jours comme un drapeau de la République. On a oublié que c'était un drapeau, en fait, au départ, un drapeau incarnant la monarchie constitutionnelle. La deuxième chose que fait la République pour rallier l'opinion, c'est qu'elle garantit l'égalité des droits entre tous les Français. Alors, ça, c'est un petit peu ce que les bourgeois, depuis 1789, réclament, l'égalité devant la loi, qu'il n'y ait plus de privilèges pour les aristocrates, que le droit soit le même pour tous. La République donne ça, et elle donne aussi les droits politiques que réclamaient les plus pauvres, les socialistes par exemple, en garantissant l'exercice du suffrage universel. Et pour qu'il n'y ait pas de pression sur les pauvres, notamment, vous voyez qu'il est assez facile encore aujourd'hui d'empêcher quelqu'un de se présenter à une élection en le menaçant de licenciement ou d'essayer de surveiller pour qui cette personne vote. Et il est évident que la République a bien conscience de ces difficultés. Elle va imposer, par exemple, l'usage de l'isoloir. C'est depuis cette date qu'il est obligatoire de passer dans l'isoloir pour que les citoyens ne montrent pas pour qui est le vote. S'ils ne se sentent pas contraints, ils soient totalement libres.
C'est un peu dommage de voir d'ailleurs qu'aujourd'hui, beaucoup de Français ont oublié que c'est important l'isoloir et euh, ne respectent pas cette règle de base qui, pourtant au XIXe siècle, a été bien comprise et bien appliquée. Ça permettait aux gens d'aller voter librement. Il faut vous rappeler qu'en 1848, quand les Français votaient, ils partaient en procession avec le curé et le maire devant eux, hein, en tout cas avec le curé, et ils marchaient jusqu'au chef-lieu de canton pour voter dans une urne sans aucune garantie de discrétion. Donc tout le village votait pour la même personne, hein, dans un bel élan d'unanimité, d'unanimité, mais une unanimité un petit peu quand même convenue. Alors, la deuxième enfin, le troisième moyen peut-être d'imposer la République, ça a été de faire une République très patriote, très cocardière. Alors les Français de l'époque rêvent de revanche, de récupération de l'Alsace-Lorraine, et la mentalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est assez chauvine, nationaliste à cette époque. Alors, pour ce qu'il y est des dirigeants de la Troisième République, ils ont compris qu'il fallait flatter le sentiment national. Donc le 14 juillet devient la fête nationale, qui est pourtant, le 14 juillet, une date qui fait peur aux monarchistes. Hein. Les monarchistes essayent de faire en sorte que cette loi ne passe pas. Et cette République utilise le au service de la France pour renforcer son propre blason. D'où le soutien des républicains à la politique coloniale. Alors le deuxième point, ce serait de dire que après avoir donc obtenu le ralliement du pays, alors vous voyez que les campagnes, les bourgeois sont rassurés parce que la République maintient l'ordre, qu'en même temps il y a la liberté et l'égalité. Alors toute une série de lois importantes hein, sont votées à l'époque qui assurent cette liberté, liberté d'association, liberté de réunion, etc. On les mettra dans le cours, c'est ce que Thiers avait appelé les libertés nécessaires. Mais vous voyez, la liberté d'association, par exemple, c'est la loi de 1901, et donc encore aujourd'hui en vigueur. Cette République, donc, qui, dans l'ordre, garantit la liberté et l'égalité, est capable, c'est le deuxième point, de surmonter des crises très graves et de canaliser justement le patriotisme des Français. Alors, dans le deuxième point, il faudra aborder la constitution d'un empire colonial tout à fait considérable que, je vous disais, les milieux gouvernementaux ne bâtissent pas dans l'esprit d'en tirer un profit financier et économique, même si, évidemment, les plus convaincus des colonialistes, comme Jules Ferry, mettent cet argument en avant. Il est clair que la plupart des Français voient dans les colonies surtout un argument de prestige. Et dans les arbitrages et les conflits qu'il pourrait y avoir entre la France et d'autres pays à propos de l'appropriation de tel ou tel territoire d'outre-mer, il y a une certaine modération de la part des dirigeants républicains parce que finalement, les colonies sont censées ne pas coûter d'argent aux Français, mais pas forcément leur en rapporter. L'enjeu, c'est pas celui-là pour la République. Et par exemple, quand il faut négocier le partage des territoires autour du Niger avec les Britanniques prennent la Nigeria, on dit la Nigeria à l'époque, c'est une colonie, très peuplée et très verte, et ils laissent, comme disent les négociateurs anglais, aux coqs gaulois, des terres sèches et dures à gratter. Et les Français se contentent d'occuper un territoire semi-aride parce que l'intérêt de la colonisation n'est pas aussi prosaïque que du côté britannique où on est en plein affairisme. La Grande-Bretagne est la puissance économique dominante, elle a besoin de débouchés, elle a besoin de matières premières, et elle a beaucoup d'entrepreneurs à l'affût d'opportunités dans le monde colonial. Donc pour la France, il s'agit surtout d'un objectif politique. Et d'ailleurs, ça explique que les Allemands aient soutenu la colonisation française à ses débuts. Parce que pour les Allemands, que la France soit une république et pas une monarchie, et qu'elle s'intéresse à la conquête de l'Afrique et pas à récupérer la ligne bleue des Vosges, c'était évidemment plutôt une bonne nouvelle. Enfin, ça a été perçu comme ça, même si vous savez qu'à partir de 1900, tous les pays d'Europe ont voulu participer à la curée, et que là, on se trouvait avec des conflits, y compris avec l'Allemagne, par exemple, pour savoir qui mettrait la main sur le Maroc. Mais au début,
l'élan colonial français, il n'est pas comment, mal vu ou découragé par des initiatives, par exemple allemandes. Les Allemands préfèrent voir l'armée française occuper Outre-mer que menaçante sur le front lorrain. Alors, la Troisième République a réussi donc à conquérir un empire colonial sans faire la guerre à la Grande-Bretagne, sans se fâcher avec elle et même en s'en rapprochant. Donc au XXe siècle, au début du XXe siècle, quand l'Allemagne prétend avoir une politique mondiale, une Weltpolitik, eh bien les Anglais constatent qu'ils ont besoin d'alliés sur le continent et se rapprochent de la France. C'est l'entente cordiale. Le gouvernement de la République, évidemment, flatte le patriotisme français, mais n'alimente pas non plus l'esprit revanchard de la droite extrême qui rêve de récupérer les provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine par la force. C'est pas la politique de la République. Et ce régime donc républicain survit à l'affaire Dreyfus. Alors vous voyez que après quelques années de déchirures extrêmement graves, notre pays finit par sentir renforcé de la querelle à propos de l'affaire Dreyfus. Dreyfus est un officier juif qui a été condamné à tort pour espionnage, en partie parce qu'il était juif, et que beaucoup de gens n'ont pas voulu réhabiliter, parce que ça aurait été remettre en cause l'infaillibilité de l'armée, et ça aurait été aussi causé, euh, euh, disons, un dommage à tous ceux qui en France considèrent que les juifs, d'une manière générale les non-catholiques, sont des citoyens de seconde zone. Bah, finalement, après quelques années de débats très âpres, on constate que l'opinion publique française, majoritairement, pense que si Dreyfus est innocent, il doit être innocenté, même s'il est juif, et que l'honneur de l'armée n'est pas une excuse pour commettre des injustices. Donc après l'affaire Dreyfus, les juifs français, les protestants français, les minorités en général se sentiront plus intégrés que jamais, et l'unité nationale sera très forte quand éclatera la crise de 1914. Pour terminer, ce régime républicain a légué au monde deux monuments très emblématiques, la Tour Eiffel à Paris. Alors, M. Eiffel est un ingénieur extrêmement brillant, ça vous montre que la République française à l'époque est déjà un État très moderne et en avance aussi au plan des réalisations techniques. Et puis la Statue de la Liberté, alors qui n'est pas sans rapport avec la Tour Eiffel, parce que la structure interne est faite d'une structure métallique qui a été inventée par le même ingénieur, M. Eiffel. Et puis c'est une sculpture française, donc le sculpteur qui l'a réalisée s'appelle M. Bartholdi. Et c'est une sculpture française aussi parce qu'elle a été offerte par le peuple aux Américains. Alors ce n'est pas le gouvernement qui l'a payée, c'est une souscription publique. Donc les Français ont payé aux Américains la Statue de la Liberté. Alors, on va voir peut-être, grâce à la couverture du livre dont je vous parlais tout à l'heure, comment l'interpréter. Alors, si nous regardons très vite ce document sur les colonies françaises, donc telles qu'on les explique et qu'on les montre aux enfants des écoles sous la Troisième République. Vous voyez qu'il y a un personnage qui est en train d'aborder une plage. Ce personnage féminin en tête du navire, qui porte une cuirasse. Elle fait penser un petit peu à Jeanne d'Arc, cette dame. Et en fait, évidemment, c'est l'incarnation de la République. Ce que cette incarnation féminine de la République, on a pris l'habitude d'appeler Marianne. Alors, on voit très bien que c'est la République parce que c'est une femme, indéniablement, une jolie femme, mais une femme qui est couronnée, vous voyez, de lauriers, comme les empereurs romains. Donc, souvent, la monarchie anglaise se représente elle-même comme une femme qui pose le pied sur un lion pour montrer qu'elle détient la puissance. Une autre façon de le faire, c'est comme en France, de faire porter au personnage des lauriers qui montrent que la République est souveraine en quelque sorte. Elle agite un rameau d'olivier à la main, ce qui veut dire qu'elle apporte la paix au territoire colonisé. Mais en même temps, on voit à ses côtés qu'elle a une épée, qu'elle évidemment arbore aussi un bouclier. Donc en fait, elle est armée, la République. Elle a une cuirasse d'ailleurs et une cape. Alors avant que les super-héros s'en emparent, la cape était quand même un, euh, un élément d'habillement tout à fait propre à l'aristocratie. Alors, un manteau rouge en plus, donc un manteau impérial peut-être. Donc la République est une République souveraine, une République impériale, armée,
voilà, armée de bonnes intentions, puisque elle va conquérir le monde, on le voit, pour lui apporter deux choses. Donc, le rameau d'olivier, c'est la paix. Et puis, autour de son auguste front, on voit que la République émet des rayons ici, qui ne sont pas sans rappeler l'auréole que porte la statue de la liberté. Et il est clair que l'idée que la France apporte de la lumière au reste du monde repose sur l'idée que le régime de la Troisième République s'appuie sur les idéaux des Lumières, sur la philosophie. Et donc cette lumière, c'est la lumière de la raison. Donc il y a la volonté pour la République française de dire qu'elle va éduquer le reste du monde, lui apporter les lumières de la philosophie et de la modernité, que cette République, elle est pacifique, elle va apporter la paix, réconcilier les gens, mais elle a les moyens de se faire obéir, vous voyez qu'elle est armée, et elle est, cette République, l'incarnation d'une certaine continuité dans l'histoire de France. Vous voyez que le rapprochement avec Jeanne d'Arc est souvent fait à l'époque. La fête de Jeanne d'Arc, loin d'être une fête magnifiée par l'extrême droite, est une fête que les républicains apprécient beaucoup. Jeanne d'Arc, c'est la figure emblématique de la France éternelle, et d'ailleurs c'est pas sans rapport avec sa canonisation. Le pape va faire de Jeanne d'Arc une sainte seulement dans les années 20, après la victoire de 14-18, et pour montrer qu'il accepte que la France soit une république, alors que les catholiques étaient plutôt royalistes et hostiles. Il canonisera Jeanne d'Arc qui, dans l'esprit des républicains, incarne bien la France éternelle. Alors, on voit sur le bouclier de la République les trois couleurs de la France et les trois promesses que la France fait au territoire qu'elle colonise. Elle va leur apporter le progrès, donc la modernisation technique, la civilisation, donc des mœurs plus policées et cette fameuse paix, et puis elle va les ouvrir au commerce, ce qui permettra un enrichissement matériel des colonies. Alors sur ce bateau sont embarqués des gens dont le moins qu'on puisse dire qui sont un peu étranges, parce que ici vous avez un soldat français avec le casque colonial et le drapeau bleu blanc rouge, c'est assez logique, mais là vous avez ni plus ni moins que des fantômes, c'est-à-dire que ce sont des soldats français de l'ancien régime, d'avant la Révolution française. Vous voyez, habillés comme à l'époque de Louis XV, avec des drapeaux d'ailleurs royalistes. Hein. Donc vous voyez, dans la propagande républicaine à l'école au XIXe siècle, on n'hésite pas à mettre des drapeaux royalistes et des personnages qui font allusion à l'armée française à l'époque des rois. Ce que ça signifie, c'est que la République n'a plus peur d'une restauration monarchique, elle se voit comme l'héritière des rois. C'est-à-dire que la République, c'est la forme moderne de gouvernement de la France, mais la France existait avant la République, il n'y a qu'une seule France, éternelle, dont le drapeau est tricolore, et l'œuvre coloniale de la France républicaine, eh bien, elle va s'inscrire dans la continuité par rapport à l'œuvre coloniale de la monarchie. Alors, il y a eu un empire colonial français immense, hein, aux Indes, en Amérique du Nord encore plus, aux Antilles, créé par la monarchie au XIXe siècle, qui reste que des lambeaux de cet empire, eh bien, il va être à nouveau agrandi et recréé ailleurs, essentiellement en Afrique, par la République. Un personnage aussi dont il faudrait dire un mot, c'est ce marin qu'on ne voit que de dos. Et vous voyez que ce marin, il porte un canotier. C'est à l'époque le chaperon des matelots français. Alors, il y a le pompon hein, et le béret que tout le monde connaît. Mais au XIXe siècle, la coiffe réglementaire, c'était plutôt le canotier. Donc vous voyez qu'il y a un marin, c'est lui qui souque-ferme, hein, qui meut la barque. Vous avez à droite un soldat, celui qui va occuper le pays. Et puis derrière, les grands ancêtres hein, qui représentent la continuité de l'histoire de France. D'ailleurs, au deuxième plan, c'est pareil, vous avez qui ressemble à un bateau de guerre du 19e siècle, et puis ici un bateau qui fait penser au secret d'Alicante de chez Tintin, c'est-à-dire un bateau qui n'existe plus au 19e siècle. Et c'est une allusion là encore au fait que la République s'inscrit dans la continuité de l'histoire de France. Elles ne rompent pas avec le passé. Bon, donc vous voyez que vous avez beaucoup de choses à dire sur les occupants de cette chaloupe. On peut dire que cette Marianne, hein, cette représentation de Marianne fait penser à la fois à Jeanne d'Arc et à la Statue de la Liberté qui n'a pas encore été sculptée et pas encore offerte aux États-Unis, mais qui reprendra le même thème, c'est-à-dire que les États-Unis
sont pour les Français le pays qui pourra les aider à apporter la lumière au monde. C'est pour ça que la Statue de Liberté portera dans la main droite non pas un rameau d'olivier mais une torche. Et elle est inspirée, cette République américaine, comme la France, par l'idéologie des droits de l'homme, hein, par la philosophie des Lumières. Et ce sont les Français qui ont voulu voir absolument une affinité naturelle entre eux-mêmes, les Britanniques et les États-Unis, hein, parce que ils auraient, ces pays, été précurseurs en matière de droits de l'homme. D'autant plus intéressant pour les dirigeants français de développer cette idée que, évidemment, un rapprochement avec les puissances anglo-saxonnes mettrait fin à l'isolement de la France. La France est considérée comme un peu un pays étrange par le reste de l'Europe qui est encore monarchiste au XIXe siècle. Donc, évidemment, du point de vue diplomatique, il y a eu un avant et un après 1900. Alors justement, cette couverture de livre, elle est juste à la charnière en 1900. C'est le moment où les Britanniques, notamment, vont se rapprocher de la France. Alors, on peut dire un mot des personnages qui attendent sur la plage avec une certaine sérénité et les mains ouvertes en signe d'accueil, hein, la colonisation. Vous voyez qu'on ne représente pas les colonisés comme des peuples hostiles et sauvages qui se défendraient par la force, ni comme des peuples pas hostiles mais et pas sauvages, mais qui défendraient leur indépendance, qui après tout serait légitime. Non, on les représente les mains tendues. Vous en avez un ici et un là, qui est donc comme ayant besoin finalement de cette assistance que va leur prêter la République. Alors, ce qui est intéressant peut-être, c'est de voir les différents types physiques des personnages tels qu'ils sont représentés. Et vous voyez que là, vous avez clairement un arabe, là, vous avez des noirs africains, certains habillés, d'autres qui ne le sont pas. Alors, il y a l'idée que certains sont islamisés, par exemple, et d'autres peut-être pas. Alors, il y a une gradation hein, dans la sauvagerie du point de vue des colonialistes. Il est évident que ça peut paraître paradoxal aujourd'hui, mais les Français, les Européens en général, préfèrent avoir affaire à des pays islamisés, considèrent comme étant des pays plus civilisés que les régions animistes, par exemple, hein, les régions où les populations ont d'autres croyances plus éloignées et qui ne sont pas des peuples du livre. Alors, donc vous avez des Arabes, parce que la France a colonisé l'Algérie, elle est en train de mettre en place son protectorat en Tunisie, bientôt ce sera au Maroc. Il y a des personnages qui sont des Africains d'Afrique subsaharienne, parce que la France, à partir du Sénégal et de quelques comptoirs, a conquis une grande partie de l'Afrique occidentale et équatoriale. Et puis on voit qu'il y a aussi des personnages qui portent un turban et un chapeau conique, et qui sont sans doute des Asiatiques. Alors la France a conservé en Inde quelques comptoirs, même si elle a perdu l'essentiel du Décan qui est passé aux mains des Britanniques. Donc Pondichéry et quelques villes sont encore françaises. Surtout, vous voyez que l'Indochine est représentée ici. Le Cambodge actuel, le Laos et le Vietnam sont français. Et on possède aussi un comptoir sur la Chine continentale. Alors cette ville-là n'aura pas le même destin que Hong Kong, vu le manque d'appétit, d'appétence plutôt des milieux économiques français pour la colonisation économique. Mais euh, cette image montre l'ambition de la France d'être présente sur tous les continents. Et c'est vrai que la France aura des colonies en Afrique, certes, en Amérique, en Asie, ce qui est assez unique. C'est une des rares puissances hein, à être présente partout. La France va conquérir le deuxième empire colonial après les Britanniques, et il est clair que c'est un argument de la République française pour redorer son prestige. Vous voyez que les petits Français apprennent à l'école l'œuvre coloniale française et sont invités à en être fiers. C'est une œuvre qui aujourd'hui est évidemment très critiquée parce qu'elle repose fondamentalement sur une forme de racisme. L'idée étant que les Blancs et les Français sont supérieurs au peuple qu'ils colonisent, même si leurs intentions sont louables, il s'agit de les aider. Alors, très peu de bons esprits vont s'élever contre cette conception racialiste. Et je vous ai déjà cité le contre-exemple de Clémenceau, qui est un des rares hommes politiques, hommes d'État français, à s'opposer franchement au colonialisme parce qu'il serait immoral. Les gens qui sont contre le colonialisme pensent qu'il nous coûte trop d'argent et qu'il distrait l'armée française de sa vraie mission qui est de se battre contre l'Allemagne, par exemple. Donc les arguments utilisés contre la colonisation ne sont pas les arguments humanistes, sauf dans la bouche d'une minorité, et je vous dis par exemple dans les discours de Clémenceau.
Sauf que si vous lisez Clémenceau, il dit que les colonialistes français ressemblent à des boches. Donc lui-même a une vision qu'on peut trouver un petit peu xénophobe de la situation. Cette colonisation, elle ne remporte pas l'adhésion unanime des Français, qui en fait, la plupart du temps s'y intéressent peu, mais ne suscite pas non plus d'indignation particulière. Voilà. En quoi donc la colonisation euh, est un exemple de la propagande française, de la Troisième République, en tout cas française, pour se faire accepter par l'opinion publique. Et cette acceptation du régime par l'opinion publique, et pour qu'il y ait consensus, il faut intégrer donc dans le soutien à l'œuvre de la République, même les monarchistes. Alors il y aurait une liste impressionnante adressée d'officiers de marine et d'administrateurs des colonies françaises au XIXe siècle qui sont des monarchistes convaincus et qui servent pourtant la République. Donc à Madagascar, au Maroc et ailleurs, on verra des Lyoté, des Gallieni, des gens qui seront au service de la Troisième République, mais qui à titre personnel sont pourtant des monarchistes assez convaincus. Donc vous voyez que c'est un moyen que les soutiens du militarisme ou du conservatisme se rallient à un régime qui au départ est un régime tout à fait détesté. Un régime qui se donne à droite, se donne à gauche et voilà, dont l'incarnation en femme est assez révélatrice parce qu'au départ elle a été faite dans une intention malveillante. Alors donc en troisième point du cours, on verra la semaine prochaine comment on pourrait étudier concrètement la politique scolaire de la Troisième République, notamment vis-à-vis des femmes. Je vous laisse, puisque là on a quand même parlé très longtemps, et que mon téléphone m'envoie des messages de détresse assez fréquents en me disant que je n'ai plus de place. Voilà, je vous dis donc eh bien, la semaine prochaine pour sans doute une visioconférence qu'on essaierait de programmer à la même heure, avec Webex sans doute, ou peut-être avec le système de conférence du CNED. Et dites-moi si vous avez déjà expérimenté des conférences avec d'autres collègues et en utilisant une application qui vous paraît fonctionner bien. Parce que moi j'ai plus de rapports négatifs me disant que telle ou telle chose bug que de rapports positifs me disant que telle ou telle application fonctionne. Zoom qui a l'air de fonctionner pose des problèmes puisque il y a du piratage sur cette application. Allez, bonne journée. N'oubliez pas de me rendre votre petit formulaire de géographie. Il y a un petit jeu, vous verrez, avec des photographies. C'est assez facile à faire. Et puis les questions un peu plus complexes que dans la vidéo précédente. Allez, bonne continuation.